Salut, c'est Sandrine Elia du podcast Femmes en affaires, le podcast qui donne la parole à des leaders féminines inspirantes. Comme certains le savent, je travaille depuis septembre chez Talsum, qui est une firme de consultation en transformation numérique. J'ai découvert cette industrie-là récemment, puis je m'y intéresse vraiment de plus en plus. Puis j'en parlais avec Lia, puis on s'est dit que ça serait vraiment un sujet parfait pour notre podcast. Puis ça nous permettrait de mettre en lumière des femmes qui œuvrent dans ce domaine-là, un domaine qui a prédominance masculine. Donc, quand Talsum nous a proposé de faire un épisode pour la Journée internationale du droit des femmes, on a accepté avec plaisir. Pour cet épisode, nous avons donc reçu Lucie Callisto, directrice exécutive chez Talsum. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement d'entreprises dans leurs projets de transformation numérique, que ce soit dans l'industrie des télécommunications, du manufacturier ou encore des services financiers. Pour prendre part à la discussion, nous avons également invité Nicole Martel, présidente directrice générale de l'Association québécoise des technologies. L'AQT, c'est un réseau d'affaires qui représente plus de 400 PME dans le domaine des technologies et qui a pour mission de faire rayonner l'industrie au Québec. En plus, pour la première fois, on a filmé un épisode du podcast Femmes en affaires, donc si ça vous tente de l'écouter, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube. On veut aussi savoir si vous avez aimé le nouveau format et si vous aimeriez qu'on répète l'expérience. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast aujourd'hui pour la Journée internationale des droits de la femme. Des femmes. Des femmes, oui. Désolée. Donc, aujourd'hui, en fait, là, c'est ça, comme on vous disait, on veut un peu vulgariser qu'est-ce que le concept de la transformation numérique. De plus en plus, c'est utilisé là, dans le langage courant des gens. On le voit dans les articles de journaux, puis aussi les entreprises misent leur stratégie justement sur la transformation numérique. Mais qu'est-ce que c'est en fait, puis comment vous l'expliqueriez dans vos mots chacune, puisque vous connaissez là, beaucoup ce domaine-là? Donc, la transformation numérique, dans le fond, c'est d'utiliser des supports technologiques pour réaliser un certain nombre de tâches, d'actions, de réaliser des transactions aussi. Donc, c'est ma définition de la transformation numérique pour l'instant. Ceux qui me connaissent savent que moi, j'aime beaucoup la pédagogie. J'aime beaucoup décortiquer les mots et leur donner du sens. Et puisque on semble être un peu confus sur c'est quoi la définition, je vais vous en donner une qui est celle de Google, n'est pas la mienne, mais Wikipédia is my friend. Alors, on va commencer par le mot numérique. Qu'est-ce que c'est le numérique? En fait, c'est un langage, hein, déjà on sait ça, et c'est un code qui est constitué d'une suite de nombres qui représentent évidemment un système binaire. Et ceux qui adorent Matrix, vous allez voir les 0 et les 1 qui se défilent, ben, c'est ça, c'est une suite de tout cela qui constitue le langage qui fait que tous les appareils que l'on utilise au quotidien, nos smartphones, nos PC, le comprennent et permettent évidemment de développer les dispositifs que nous avons, que nous utilisons. Ensuite, nos amis de Wikipédia, voilà la définition. La transformation numérique est aussi appelée la transformation digitale, ça veut dire la même chose, et la e-transformation, c'est le phénomène de mutation qui est lié à l'essor du numérique et à l'Internet. Cette notion vise à conceptualiser l'influence de ceux-ci sur les organisations. Alors, qui dit mutation dit on se transforme, même mot. Et dans le monde de l'industrie, toutes ces nouvelles technologies et tout cet apport technologique fait en sorte que les sociétés vont pouvoir drastiquement changer qui ils sont, leur entité, leur ADN, les processus d'affaires, les expériences clients, les expériences employées. Le modèle opérationnel, évidemment, qui va donner lieu à des services auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé et n'aurait pas pu développer il y a de cela quelque temps. Alors, c'est un peu comme ça qu'on s'exprime lorsqu'on parle de transformation numérique. Oui, c'est ça, parce que moi, ce que je comprends aussi de la transfo numérique, c'est que oui, comme vous dites, on implante souvent un logiciel, quelque chose de nouveau avec un système, mais au final, ça a un impact justement sur beaucoup plus que ça, sur la culture de l'entreprise, sur le service qu'on donne. Fait que ça, je pense que c'est peut-être un aspect aussi qui est moins connu parce que, oui, une fois que le logiciel est implanté, par exemple, bien, il y a comme d'autres transformations qui en découlent plus du côté humain, là. Qui est complètement invisible pour le client. C'est ce qu'on souhaite. Quand on le voit, généralement, c'est pas bon signe. Alors, quand on va au guichet automatique, il y a plein de numérique derrière le petit réceptacle là, pour prendre nos billets de banque. Alors, la transformation numérique, moi, on la voit, mieux c'est. C'est ce qui rend peut-être un petit peu difficile ou abstrait une carrière en transformation numérique parce que
bon, ça fonctionne, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais ça fonctionne très bien, mais dans le fond, ça prend beaucoup, beaucoup de gens pour faire le développement de toutes ces transformations-là. Dans toute cette démarche, il ne faut pas oublier l'humain. Alors, la transformation numérique sera un accompagnement de l'humain. L'humain, l'employé, l'humain, le client, l'humain, même l'entrepreneur. Et on assume que parce qu'on est en entreprise, on connaît tout. Et en fait, non, ces entrepreneurs ont tellement de choix maintenant que nous n'avions peut-être pas il y a quelque temps, qui fait qu'aujourd'hui, sans cet accompagnement, ils s'y perdent. Et c'est souvent une des raisons pour lesquelles ces transformations en entreprise n'ont pas nécessairement le succès qui est attendu. Alors, l'accompagnement de l'humain est au cœur même de cette évolution. Génial. Mais je trouve que c'est important que vous rappeliez l'humain parce que je trouve que justement dans la culture populaire et quand on n'est pas dans ce milieu-là, on a tendance à penser que la transformation numérique, c'est justement, on éloigne un peu l'humain. Par exemple, justement pour reprendre l'exemple des banques, souvent on voit que les personnes âgées qui se retrouvent face à des systèmes de plus en plus modernisés où ils n'ont plus quelqu'un au comptoir qui va les aider et tout ça, ils ont tendance à avoir ce côté-là alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est l'humain. On facilite en fait la vie de l'humain en quelque sorte, mais c'est sûr que la transition générationnelle est pas encore vraiment visible, mais ça va être une question qu'on va aborder plus tard. Ouais. Puis c'est aussi que je pense qu'il y a la transformation numérique dans les entreprises. Peut-être que Lucie, toi, c'est plus ce domaine-ci. Puis Nicole, c'est aussi la transformation numérique dans toutes les sphères de la vie, peu importe comme l'entrepreneur qui a une business en transformation numérique qui va avoir un impact aussi sur le citoyen en général. Oui, bien, c'est ça qui est fascinant aussi parce qu'on peut rejoindre un grand spectre d'intérêts. Donc, les technologies sont utilisées dans le secteur de la santé, dans le secteur du commerce de détail, de la distribution, le secteur manufacturier. Alors, peu importe tes intérêts dans la vie, moyennant que tu comprennes le concept de transformation numérique, mais tu peux y faire une contribution, aider des agences de voyage à mieux gérer leur entreprise, à gérer les transports. Donc, c'est ce qui est fascinant aussi. Donc, il y a de la place pour beaucoup de talents dans l'industrie. On est tous touchés, en fait, par la transformation numérique au final, même si on n'est pas dans une organisation. Puis moi, je suis curieuse, c'est quelle industrie qui a commencé vraiment à se transformer au niveau numérique? Est-ce que vous savez? Moi, de mon côté, à l'ère où j'étais chez Bell Canada, le système de la santé a manifesté un énorme intérêt. Et eux, ils y ont vu déjà à l'époque comment la médecine à distance pouvait être favorable et comment ça pouvait aider les soignants, justement, qui sont aujourd'hui rares en nombre. Et il y a des études qui disent que d'ici 2030, nous allons avoir une carence de 150 000 soignants pour nous, la population qui prenons de l'âge, n'est-ce pas? Et donc, tout ce numérique et le milieu de la santé va énormément bénéficier. C'est là où on va commencer à avoir les robotiques, les robots qui vont se balader dans les maisons de seniors. Et c'est un sujet qui me passionne parce que mes parents aussi, là, prennent de l'âge et on voit comment c'est difficile de leur octroyer l'aide et surtout l'assistance qui est nécessaire. Alors, à l'époque, parce que j'avais le milieu hospitalier médical, c'est vraiment là qu'on a commencé à sentir les premiers balbutiements. Et ensuite, secteur financier aussi. Là, on commence à voir le secteur financier qui s'y intéresse. Hein? Et on peut maintenant devenir investisseur sans avoir de formation d'investisseur. Hein? On est autonome et on fait face à tous ces robots, à toute cette information, les RPA, qui nous rendent bien service sans les frais d'un investisseur. Là, peut-être que les investisseurs ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais c'est quand même la réalité de l'industrie. Je dirais que les premiers secteurs... dans le domaine de la finance, la comptabilité, tout ça, c'est une évidence. Hein? Il y a un ordinateur qui peut faire des calculs pour nous. Les paies, dans le temps, il faut remonter à très loin. On s'en souvient un peu. Avant, il y avait des tables de multiples, on enlevait les déductions à la source et tout ça. Donc ça, c'est sûr que c'est des tâches qui pouvaient facilement se programmer. Mais... ils ont été on appelle ça les early adopters, là, dans le fond, ceux qui ont adopté le plus vite les technologies, les banques, par exemple. Mais comme ils avaient déjà investi beaucoup en technologie, ils se sont dit, eux autres, nos technologies fonctionnent et tout ça. Donc là, ils ont fait beaucoup de rattrapage dans les dernières années. Mais il n'y a pas si longtemps, on allait dans des grandes institutions, puis ils avaient encore des écrans
IBM ou des écrans DOS parce que leur système quand même fonctionnait. Il n'était pas extrêmement intuitif et convivial, mais ça fonctionnait quand même. Alors que d'autres secteurs qui n'avaient pas encore fait le pas, qui n'avaient pas encore fait la transformation numérique, eux arrivaient déjà avec des systèmes plus modernes, avec des interfaces web plus modernes et tout ça. Donc, maintenant, je pense qu'on est pas mal à niveau. Les anciens systèmes commencent à disparaître. Force de constater qu'ils ne vont pas survivre s'ils n'emboîtent pas le pas. Exact. Mais il est clair que les start-up ont une plus grande facilité parce que là, eux, ils arrivent et ils ont une belle page blanche, donc ils peuvent investir et ils vont investir dans les bons systèmes. Il faut reconnaître que le pas vers le numérique et toute cette transformation, il y a quand même un coût qui est derrière, non seulement dollars, mais aussi un coût d'investissement de ressources. Et aujourd'hui, sans les ressources pour justement faire ces pas et de mettre en place les dispositifs, faire l'accompagnement, revoir les processus, les métiers qui vont aussi énormément évoluer. Il y a certains qui vont partir, d'autres qui vont évoluer. Il y en a encore des nouveaux qui vont émerger. C'est un stress pour une entreprise. Alors, on ne peut pas s'aventurer sans avoir bien réfléchi et avoir posé d'abord une réflexion sur ce que l'on veut faire, comment on veut évoluer, à quoi on aspire. Et ensuite, le côté positif de tout cela, c'est que les dispositifs sont maintenant rendus faciles. Donc, grâce au numérique, les machines, les ERP, les HRIS au niveau de la paye et tout, sont devenus beaucoup plus faciles à mettre en place et on a de moins en moins besoin d'avoir une formation purement technique. Maintenant, on peut faire appel aux gens business pour justement faire ces configurations. Donc, l'ère numérique est une ère merveilleuse. Qui est accessible à tous. C'est drôle, pendant nos recherches, c'est ça qu'on regardait, on discutait d'avant des premiers ordinateurs où il fallait connaître tous les codes par cœur, alors que maintenant, c'est devenu, ça paraît tellement simple quand on voit d'où on part, en fait. Mais moi, je trouve que ça me donne un nouveau respect pour les personnes qui ont démarré à la première ère, là, où ils devaient vraiment savoir comment fonctionnait le numérique, enfin, les ordinateurs et tout ça, comparé à nous maintenant, où on a quand même beaucoup de simplicité et puis de facilité. Donc, je trouve qu'on est chanceux quand même. Grâce à ça, on voit vraiment, justement, c'est accessible à tout le monde. Mais si je comprends bien, c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut quand même tout le temps se remettre à jour, vu que j'imagine que les processus s'améliorent vraiment rapidement, puis les logiciels aussi. C'est en constante évolution, donc je pense que c'est peut-être utopique de penser qu'on va investir dans un logiciel puis on va dire, ma vie ne changera plus, là, ça va fonctionner comme ça. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à ce que l'entreprise évolue puis les systèmes doivent suivre aussi. Je trouve ça intéressant parce que les compétences pour développer le numérique se sont démocratisées justement parce que, c'est plus les mêmes compétences qui sont requises qu'il y a 25-30 ans. Mais je pense que c'est l'avènement de la COVID aussi qui a autant démocratisé pour l'utilisation du numérique. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que j'aime le mot mutation, parce que au commentaire que tu viens de faire, lorsqu'on dit transformation, si l'idée derrière est on change et ensuite on reste dans notre zone de confort. Pas tout à fait. Le mot mutation est le mot que je préfère parce qu'on mute. Et regardez la pandémie, comment le COVID a muté. C'est la même chose pour les entreprises. Les technologies vont favoriser les changements au sein des entreprises et puisque ces technologies-là deviennent de plus en plus accessibles, de moins en moins dispendieuses et plus accessibles, moins dispendieuses, les gens vont aller et vont vouloir évoluer. D'ailleurs, tous les fabricants de logiciels comprennent bien que l'avenir est à la facilité et non plus à se poser la question où est le petit livre qui me dit comment mettre on le téléphone. Oui, exactement. Mais tantôt, tu as parlé des compétences pour, dans le fond, évoluer dans le monde du numérique. Tu avais fait comme une différence entre avant puis maintenant. Aujourd'hui, ça serait quoi les compétences pour justement mener à bien une transformation numérique selon vous? Moi, je pense que vous autres, chez Talsum, vous avez certainement votre opinion aussi sur le sujet, mais des gens qui comprennent bien le modèle d'affaires des clients, là, ceux à qui les technologies sont destinées, là, sont clés dans la réussite de la transformation numérique. Donc, l'écoute du client, on pense par exemple au commerce de détail. Qu'est-ce que tu cherches à faire avec ta transformation numérique? Créer une vitrine sur ton site Internet, fidéliser tes clients, comment tu vas le faire par des communications courantes et tout ça. Là, ça se traduit après ça en outils.
mais les entreprises qui misent pas sur des bonnes connaissances des modèles d'affaires, pas besoin d'être programmeur, là, mais ces connaissances-là, pour traduire ça en outils technologiques, là, je pense que c'est clé. C'est ça, parce que les outils sont un vecteur, en fait, mais avant ça, il y a toute une réflexion à faire vraiment du côté plus stratégique puis vision. OK, mais qu'est-ce que l'outil va nous permettre d'atteindre? Oui, donc l'écoute est très importante. Capacité à s'adapter aux clients et ne pas croire surtout que l'on possède la science infuse et que l'on sait ce qui est bon pour le client. Et ensuite, pour œuvrer dans ce milieu-là, je pense que la qualité première, c'est vraiment la curiosité. La curiosité est vraiment au centre de tout ce que l'on fait. Même chez Talsum, on s'intéresse à nos clients, on s'intéresse à leurs enjeux. Et ensuite, le mariage qui fait un wow pour nos clients, c'est une fois qu'on prend les connaissances et qu'on comprend bien ce que le client essaie d'atteindre comme objectif, bien après, la curiosité, c'est évidemment aller maintenant chercher quel est le meilleur outil, quel est le meilleur moyen, c'est quoi le dispositif et comment faire pour ensuite le réaliser. Hein. Donc, c'est vraiment 3 étapes très importantes d'une transformation. Toujours le langage, en fait, on en revient, j'ai l'impression, à ce qu'on disait au début dans la définition, comprendre et pouvoir retransmettre après. C'est super intéressant. Là, on a donné plein de petits exemples là, de transformations numériques ici et là, mais est-ce que vous en avez un exemple concret chacune que vous avez vécu, que vous pourriez partager pour expliquer, là, en fait, ça a été quoi les étapes, puis ça a été quoi le résultat final, là, par exemple? À moi l'honneur. J'en ai plusieurs, mais je pense que celle ou celui qui m'a le plus marqué, ça a été dans une société en télécommunications européenne qui avait du data à en revendre, et le data est considéré l'or noir hein, de toutes les sociétés. Et ce data était éclaté partout. Je ne sais plus, je crois qu'on avait compté quelque chose comme 65 dispositifs dans lesquels il y avait du data qui était déversé. Et lorsque le PDG de la boîte posait une question très simple, hein, quelles sont mes projections de, peu importe le sujet, il avait 4 réponses différentes. Et tous, évidemment, proclamaient avoir la réponse infuse. Alors, il y a eu quelques discussions et il a lancé le programme qui visait à centraliser le data dans un seul et même dispositif. J'ai eu le bonheur de côtoyer Amazon à l'époque, là, qui mettait en place leur première solution cloud, mais vraiment de bout en bout, avec un lakehouse, avec tout ce qu'il fallait, le big data. Et c'est une réalisation qui, grâce au fait que le numérique est tellement maintenant accessible, total temps de réalisation 6 mois. Et au bout d'1 an, on avait déversé une grande partie des rapports à l'intérieur de ce dispositif. Et là, le PDG, lorsqu'il posait la question, il la posait à une personne et à une deuxième personne parce qu'il était comme cela, mais il avait la même réponse. Donc ça, c'était notre gage de réussite. Puis toi, Nicole, t'avais-tu un exemple? Dans le fond, je vais présenter quelques exemples. Un à titre d'utilisatrice, puis quelques autres là, qui sont des belles réalisations québécoises, mais qui sont exportées un peu partout sur la planète. Un à titre d'utilisatrice, je reviens encore avec l'exemple des banques. Il n'y a pas si longtemps, quand on allait à la banque, il y avait un logiciel, un peu comme pour les télécoms, un logiciel pour gérer les hypothèques, les placements personnels, les cartes de crédit, puis les emprunts. Bon. Puis là, ils changeaient d'ordinateur. Là. Physiquement, les conseillers devaient changer d'ordinateur. Donc, tu allais faire un emprunt, bien, ils ne pouvaient pas avoir ton portefeuille. Tu disais, j'ai des placements chez vous. Ah, bien, je ne le sais pas. Donc, il fallait ouvrir un autre ordinateur, un autre mot de passe et tout ça. Donc, nous, maintenant, là, ça a l'air d'une évidence. On va sur une interface web, puis tout est interrelié. Fait que c'est la connexion des données, justement, qui sont ramenées à une interface où on peut visualiser l'ensemble de son dossier, puis nos conseillers aussi. Donc, à titre d'utilisatrice, c'est une révolution quand même. Absolument, ouais. Je suis d'accord. Il y a un exemple d'une société québécoise. Elle a développé des sensors là, qu'on peut mettre dans des sols. Puis, ça aide les agriculteurs à mesurer l'hydratation du sol. Donc, vous savez, dans des grandes terres qu'on cultive, des fois, il y a des vallons et tout ça. Puis, quand tu le fais de façon un peu
aléatoire ou un peu aveugle, bien, tu arroses les champs, puis tout de la même façon et tout ça. Tandis que eux, ce qu'ils détectent, c'est si le sol est dans un vallon, tu sais, un petit peu rabaissé, bien, tu as besoin d'arroser un peu moins ce sol-là. Puis, donc, dans le fond, ça économise de l'eau. Donc, tu sais, pour des, tu sais, dans dans la préservation de la planète et tout ça, c'est excessivement important. Mais même cette entreprise-là, qui existe depuis quand même nombre d'années, maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, est capable de savoir si pour pleuvoir dans 2 heures, j'ai peut-être pas besoin d'arroser, même si je suis due pour arroser ou le sol est sec, mais dans 2 heures, il va y avoir de la pluie ou je ne sais trop, donc je vais comme pas arroser, je vais attendre que la pluie arrive. Cette technologie-là a été tellement populaire, l'entreprise elle s'est établie en Californie maintenant, où on le sait que la préservation de l'eau est hyper importante là-bas. Puis vraiment, ça fonctionne très, très, très bien. Donc, c'est une belle technologie québécoise. Une autre technologie québécoise, et puis là, ils sont rendus des leaders mondiaux, là. Eux, ils ont détecté, je vais faire un parallèle avec le secteur de la santé, donc un appareil de radiologie. Imaginez un appareil de radiologie qui va aller, tu sais, comme voir l'intérieur du corps, là, puis voir comment les organes, les os et tout ça. Mais eux, ils ont développé ça pour vérifier la qualité des infrastructures, des barrages, des ponts, des mines et tout ça. Donc, c'est un appareil de radiologie hyper sophistiqué qui permet d'aller inspecter, dans le fond, les vulnérabilités d'infrastructures très importantes. Donc, ils sont partout sur la planète, là. Ils vendent absolument partout des pétrolières. C'est pas hyper populaire, mais quand même, ils continuent. En fait, leur technologie permet d'épargner, dans le fond, des désastres écologiques, mais souvent, là, parce qu'ils peuvent aller détecter les failles dans des pipelines, les grandes compagnies de bateaux, les grandes compagnies de construction et tout ça. Donc, ça, c'est une autre technologie québécoise qui est répandue partout sur la planète, qui permettent à des entreprises très, très traditionnelles de faire une transformation numérique, puis, dans le fond, éventuellement sauver des coûts ou des désastres écologiques aussi, là. C'est beau, on voit le positif aussi parce qu'au final, la technologie, c'est neutre, c'est la manière dont on l'utilise qui va avoir un impact. Donc, je trouve que c'est vraiment beau de voir des belles idées avec ça, là. Surtout environnemental, on va en avoir vraiment besoin. Je pense que c'est à ce moment-là que la transformation numérique va avoir un impact. Même la technologie, globalement, là, sur l'environnement et comment on va s'en sortir, c'est notre dernière chance, à mon avis. Mais Puis moi, je me demandais, là, du côté plus personnel, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à entrer dans ce secteur-là des technologies? Qu'est-ce qui vous a attiré dès le début? Puis pourquoi vous êtes resté après plusieurs années, là? Bien, ça change tellement rapidement qu'on dirait que j'ai eu 2, 3, 4 carrières depuis que j'ai commencé dans le secteur. Donc, ça commence à nourrir énormément la curiosité. Là, les exemples dont je parlais un peu plus tôt, sans prendre mon souffle, je peux en nommer 50, mais ça m'intéresse tellement. Donc, je ne peux pas imaginer d'autres secteurs où il y a autant de changements constamment. Donc, moi, c'est vraiment ça qui me plaît dans le secteur de la transformation numérique. Je ne peux même pas dire que c'est un choix que j'ai fait consciemment. Il n'y a pas un domaine de ma vie qui n'est pas soutenu par de la technologie et dans ce monde. Et donc, pour moi, c'est simplement naturel. Alors, je suis quelqu'un de très curieuse et même si les gens ne me croient pas, mais quelqu'un de très paresseux. Alors, si quelque chose peut augmenter le niveau de productivité, peut faire en sorte que je fais un pas au lieu de 12, vous soyez assurés que ça, c'est mon rendez-vous et je suis là. Et j'étais curieuse de voir jusqu'où ces technologies pouvaient nous mener et peut-être l'influence d'émissions comme Star Trek et tous ces films. Ah oui, moi, je suis une fan de Star Trek. Et regarder ces émissions et voir jusqu'où la science poussait, même si on savait que c'était de la fiction à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le recul, parce que je m'amuse quand même à aller revoir certaines émissions, je me dis, waouh, ils étaient quand même en avant de leur temps. Mm-hmm. Et là, aujourd'hui, ce que l'on voit à la télévision, bien, c'est ce qu'on vit en quelque part. Alors, je pense que c'est cette curiosité-là. Enfant, j'ai été exposée à diverses choses qui ont fait que
le sci-fi, c'est ça qui m'a allumée. Et là, de fil en aiguille, ben, je me suis retrouvée à faire de la transformation numérique qui est juste un naturel. Dans le fond, moi, j'étais curieuse parce que dans le secteur de la transformation numérique, il y a une pénurie de talents incroyable, comme dans tous les autres secteurs. Mais on compte encore juste 20% du talent qui est représenté par des femmes. Mais je me posais la question, ben là, vous représentez la prochaine génération qui va venir prendre la relève. Qu'est-ce que vous pensez de ce secteur-là, vous, en tant que jeune femme? Est-ce que c'est intimidant pour vous ou bien c'est l'intérêt? Ils allaient nous poser cette question-là. Ah bon, OK. Ben, c'est drôle qu'on se fasse poser une question, c'est la première fois. Ben oui, parce que dans le fond, vous le couperez au montage si c'est intéressant. C'est super intéressant. Ben moi, c'est drôle parce que c'est un peu comme Lucie, tu sais, je suis dans une entreprise de transformation numérique, mais moi, à la base, qu'est-ce qui m'intéresse le plus, c'est l'humain. Mais je trouve que c'est le parfait milieu, justement, parce que la transformation numérique est partout. Puis j'étais intéressée à voir plusieurs domaines parce que, je sais pas encore quelle industrie me passionnait. Fait que j'étais comme, je vais pouvoir en découvrir beaucoup parce que, justement, ça se retrouve partout. Mais c'est aussi que, oui, il y a une transformation numérique, mais il y a tellement de changements pour l'humain, puis c'est quand même difficile des changements à répétition. Fait que moi, ce qui m'intéresse, c'était vraiment d'accompagner l'humain là-dedans, puis les gens, au final, parce que leur quotidien est totalement bouleversé. Fait que c'est important de prendre le temps de les accompagner là-dedans. Fait que moi, c'est ce côté-là. Mais de plus en plus que je travaille chez Talsum, tu sais, ça fait à peu près 6 mois que je suis ici, ben je découvre que c'est vraiment le fun aussi de voir le côté plus, je dirais, plus technologique, logiciel. Plus geek. Oui, plus geek, c'est ça. On dirait, au début, j'avais un peu peur de ça. J'étais comme, non, mais moi, je suis du côté de l'humain, mais c'est un mariage entre les deux, puis j'adore aussi apprendre là-dessus. Justement, là, dans un projet, j'implante un ERP, puis je suis comme, c'est vraiment intéressant. Puis au début, on dirait que c'est ça, ça fait peur un peu, parce que peut-être les femmes, on est moins associées à ce domaine-là. Mais j'aime vraiment ça au final. Et dans vos relations, les jeunes femmes s'intéressent au secteur, le mettent de côté tout de suite ou le considèrent pas ou le considèrent? Ben, ça dépend, honnêtement. Moi, je suis pas du tout dans ce milieu, mais c'est sûr que moi, je suis née avec la technologie, là. C'est comme mon âge, je me souviens même pas de mon premier ordinateur. Donc, je pense que toutes les jeunes filles, les jeunes femmes de notre génération, on a toutes grandi avec ça. Puis je pense que maintenant, oui, exact. C'est comme, c'est même pas possible de vivre sans. Donc je pense que involontairement, inconsciemment, en fait, en faisant nos recherches, je me suis rendu compte que c'est juste présent tout le temps et on l'a intégré dans qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Et des fois, on réalise même pas que c'est ça. Nous, justement, on a une maison de production de podcasts et quand on fait des demandes de bourse, on applique en tant que, justement, dans les domaines des technologies, mais on a comme ce syndrome de l'imposteur en se disant, mais ce qu'on fait, c'est pas de la technologie, mais en fait, oui, c'est juste que c'est devenu tellement omniprésent partout qu'on le voit pas. Je pense que c'est ça, en fait, qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être, qui savent pas que c'est un milieu parce qu'on s'identifie tellement pas à ça, parce que pour nous, c'est juste évident. On a grandi avec des smartphones, des ordinateurs. Mais je pense que les jeunes femmes aussi, ils identifient ça plus au côté geek. Fait qu'ils sont comme, ça, c'est pas pour nous. T'sais, nous, on est plus souvent associés avec des rôles d'accompagnement, d'entraide. Oui, c'est ça, des soft skills. Mais tu sais, ça va ensemble. Fait que c'est important, dans mon sens, qu'il y a des femmes qui soient impliquées. Je suis convaincue que l'accessibilité et le fait que c'est omniprésent va attirer plus de jeunes filles à vouloir œuvrer dans ces milieux-là. MIT a publié une recherche, je n'ai plus les chiffres en tête, mais eux ont vu un nombre croissant d'étudiantes adhérer à des formations qui, avant, étaient plutôt plus du côté masculin. Donc ça c'est déjà enrichissant. Et le fait que les jeunes dames, apparemment, sont plus scolarisées. Alors, messieurs, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de hate mail, là. C'est pas moi qui dis. Non, mais c'est une vraie stat. Hein. Je peux seconder cette stat. On l'a vu aussi. Voilà. Et de là, l'intérêt pour la femme d'œuvrer dans un milieu autre que le stéréotype qui est mère de famille, familiale, c'est elle qui nourrit, la nourrice. Donc,
que les soft skills qui lui sont attribués. On voit de plus en plus de dames dans le milieu comme data scientist. Et je pense à une firme, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom des firmes, mais je pense à une firme qui a été fondée par 2 dames et 2 data scientists. Elles enseignent toutes les 2 au HEC. C'est assez impressionnant. C'est un milieu purement masculin et vraiment beaucoup de talent. Alors, je crois que ça va évoluer. Les dames et les femmes vont trouver leur bonheur à l'intérieur de cette industrie-là qui est maintenant accessible et elles vont pouvoir utiliser les talents qui sont, et j'abonde dans ton sens, peut-être plus innés pour la femme, d'être compatissante, de vouloir prendre soin de la personne, d'être plus pédagogue. Et à ce moment-là, on combine les 2. On combine vraiment le cerveau gauche avec le cerveau droit et ça fait un bonheur absolu. Donc, l'avenir vous appartient, mesdemoiselles. Il faut aider à monter comment la jauge. C'est encore 20 seulement des femmes dans le secteur techno. Donc, ce podcast va probablement aider peut-être au moins une auditrice à s'intéresser à ce milieu. C'est un choix conscient aujourd'hui. Moi, dans mon cas, j'ai été chanceuse parce que ça a été quelque chose dans lequel j'ai évolué et bon, ça donne lieu à ce que je fais et que j'adore. Mais les jeunes personnes qui amorcent leur carrière et qui doivent faire un choix, j'espère juste que toutes ces braves personnes-là ne se limitent pas à un choix. Hein. C'est un choix au moment donné, on explore et ça va amener à d'autres choix et qu'on peut en fait tout explorer dans une vie. Mais le fait que, évidemment, c'est plus facile maintenant de reconnaître qu'est-ce que c'est de la technologie et puis c'est peut-être moins tabou. Il n'y a plus de geek derrière toutes ces technologies-là, que la femme va se sentir à l'aise. Je pense qu'elle souffre de ce syndrome d'imposteur et un saboteur. On a des criquets tout le temps dans la tête de ces jeunes filles qui font qu'elles disent « c'est pas pour moi, c'est plus pour un homme ou c'est plus pour un mec ». J'espère qu'à travers des podcasts comme celui-ci, puis le fait qu'on va commémorer notre journée de la femme internationale, va faire en sorte que les jeunes personnes vont aller chercher des mentors, des coachs, vont se tourner vers des gens qui sont dans l'industrie pour justement aller explorer à travers les yeux de quelqu'un qui est dans le milieu et qu'elles se font une idée qu'à ce moment-là. Et tu n'as pas besoin de faire de compromis non plus sur tes grands intérêts. Si tu es passionné par la finance, bien, tu peux faire une carrière, en transformation numérique, aider des clients à utiliser les technologies pour leurs opérations financières, mais tu peux aussi être chef des finances d'une entreprise, d'une belle grande entreprise ou une belle PME qui a besoin de personnes en finance pour gérer leurs propres opérations. Donc, tu te passionnes pour la commercialisation, le marketing. Tu peux faire carrière dans le secteur des technos ou du numérique, ou tu peux mettre à profit tes compétences en marketing pour aider à l'utilisation des technos pour faire du marketing. Donc, aucun compromis à faire. Jamais. C'est génial. Jamais. Justement, est-ce que vous deux, vous avez eu ça a été plus difficile d'intégrer comme ce milieu? Parce que ça, nous, on parle de maintenant, mais est-ce que quand vous êtes rentrée dans ce secteur, en tant que femme, je veux dire, est-ce que vous avez... Je ne pourrais pas l'attribuer nécessairement à tout ce qui est technologique. Je crois que, et c'est reconnu, puisque tout le parcours du féminin à travers l'histoire a fait que nous avons eu des grands-mères, des arrière-grands-mères et arrière-grands-mères qui nous ont quand même aidés à déblayer ce terrain, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de voter, chose qu'il y a de ça quelques années, on ne pouvait pas faire. Alors, je pense que la femme au milieu des affaires, c'est un parcours un peu plus difficile, un peu plus compliqué. Je suis encore étonnée de voir qu'il y a autant de stigmas, de préjugés qui existent. On est quand même rendu en 2022. J'espère que l'humain va évoluer et qu'éventuellement, au lieu de souligner la journée de la femme comme étant un moment où on veut se révéler, que ce sera tout simplement une célébration de toutes nos pionnières qui nous ont aidés à devenir ce que l'on est. Donc, le parcours a été, je ne vais pas dire difficile, mais peut-être pas aussi facile qu'un collègue au masculin. Devoir travailler plus fort, se prouver un peu plus fort, avoir à se justifier un peu plus fort. Les moments où on a des moments de
épique voilà, de crise. Là, évidemment, ça passait sous l'enseigne que ben, c'est une femme, donc. Alors, tous ces grands classiques que l'on entend, en fait, on les a vécus. C'est pas des bobards, c'est pas des histoires là, hollywoodiennes. Mais en tant que femme, on passe par-dessus. Alors, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi, je suis passée par-dessus. Et puis, c'est devenu pas important. Ouais, c'est ça. Moi non plus, j'ai pas vu le fait que j'étais une femme comme étant un handicap ou... je sais pas si c'est un peu de naïveté ou quoi, mais en fait. Mais par contre, avec du recul maintenant, je me rends compte que je me sentais un peu l'imposteur, là. Donc, si j'avais assisté à une conférence, une grande conférence, puis je regardais, je glanais un peu la salle, sur 100 personnes, il y avait 1, 2, 3 femmes, pas plus, là. Puis, je me suis rendu compte que, dans le fond, je travaillais plus, je faisais des devoirs. Donc, avant d'assister à une conférence, j'allais lire tous les programmes, j'allais lire les profils des participants, je connaissais tous les conférenciers, tout ça, parce que je voulais pas avoir l'air pas préparée. Chose que je pense pas que personne d'autre faisait, là. Pas à votre place, en fait. Non, c'est ça, je pense pas, Ouais. non. Donc, c'est sûr que je pense qu'on a travaillé un peu plus fort que la moyenne des ours pour faire comment le chemin qu'on a fait. Maintenant, c'est bien parce qu'il y a beaucoup plus de femmes, là. Tu sais, on n'est plus 5 là, ou 3. En tout cas, ça se compte sur plus que sur une main. Ce que je trouve qui a été plus difficile, en tout cas dans mon cas, puis par le travail que j'avais à faire, moi j'avais à faire beaucoup de réseautage, là. J'organisais des conférences pour le secteur des technos, je devais participer à des événements ici au Québec, puis hors Québec aussi. Puis, c'est tout le réseautage informel. Donc, ce qu'on appelait dans le temps le Boys Club. Le réseautage, tu sais, c'est déjà des fois déstabilisant. Oui, pas facile. C'est pas toujours facile. Et puis, le faire quand tu es dans une salle d'étrangers, puis là, tu vois un groupe, puis ils ont l'air à rigoler, tu dis, bon, ben tiens, je vais aller essayer de rentrer un peu là-dedans. Puis là, oups, ça parle de sport, ça parle de toutes sortes d'affaires. Tu dis, ah, ben, OK, ben tu sais, comme je me sens pas tout à fait incluse là-dedans. Puis, tu sais, bon, on va s'organiser des soupers après la conférence. Puis, ben veux-tu venir? Tu sais, poliment, ils font l'invitation. Puis, non, tu sais, désolée, j'ai un engagement, tu sais, je suis prise. Tu sais, fait que tu trouves un peu des prétextes parce que... Mais le réseautage est tellement important, puis encore plus le réseautage informel, parce que là, tu noues des liens, tu tisses, dans le fond, des relations qui vont, tu sais, t'aider dans toutes sortes d'autres occasions par la suite, là. Donc, c'est sûr que un homme aurait progressé plus à cause de cela dans ma position. Ouais. Puis c'est quoi la solution? Est-ce que c'est de se forcer à accepter les invitations ou, tu sais, comment... tu sais, parce que le réseautage, c'est plus de femmes à rentrer dans le secteur. Mais il y a dans le fond, il y a un autre phénomène qui est arrivé aussi, parce que dans le temps, c'était vraiment un monde d'hommes. Puis les discussions étaient... tu sais, il n'y avait pas d'effort, entre guillemets, à faire. C'était pas de la mauvaise volonté, mais il n'y avait pas tant d'efforts à faire pour adapter le langage à un langage plus diversifié. Maintenant, c'est facile. Tu rentres dans un groupe d'hommes, puis tu peux avoir toutes sortes de sujets de conversation. Tu peux parler d'autre chose que le sport ou les voitures, mettons, là. Les hommes sont plus impliqués dans l'éducation des enfants. Tu peux parler des sports, tu peux parler de toutes sortes d'activités, de voyages et autres, là. Mais, donc, ça, dans le fond... ça a juste évolué. Ça a évolué, donc c'est moins difficile. L'humain a beaucoup évolué. Et je pense que pour les femmes, le message est de vraiment faire preuve d'audace. C'est un muscle qui se pratique. Et ça veut aussi dire que le regard des autres qu'on peut sentir sur nous n'est pas important. Et à partir du moment où on ose, on serait surpris puis étonné de voir comment les portes s'ouvrent. Et en fait, on est notre propre ennemi. Alors, dans mon cas à moi, même si j'étais dans une salle où j'étais fort minoritaire, la seule femme autour d'une table de conférence, j'ai décidé de faire abstraction et que c'était pas tellement grave. Et en fait, on était là pour échanger sur un sujet. Alors, au lieu de me préoccuper du nombre de personnes autour et de quel genre, c'était quel était le sujet qui était à table, qu'est-ce que l'on devait faire et mettre mon talent au profit de la cause ou du sujet que l'on traitait. Et ça aussi, c'est un muscle. Et à force de le pratiquer, on compte plus qui est autour de la table. De toute manière, le réseautage, c'est jamais évident au premier abord, là, mais c'est sûr que
seule femme, ça doit pas être facile. Bravo. Maintenant, en plus, il y a plein de jeunes chambres dédiées aux femmes et il y a beaucoup de regroupements pour les femmes. Je pense aussi que ça doit aider quand on veut commencer pour s'entraîner. Oui. Les employeurs aussi, hommes et femmes, là, sont tellement maintenant beaucoup plus sensibles à la présence de la diversité au sein de l'entreprise, mais qui vont comme accueillir à bras ouverts la présence des femmes là, dans les entreprises. Si j'ai un conseil à donner à des employeurs, par exemple, j'ai quelqu'un à un moment donné avec qui j'échangeais, puis elle avait été faire une application dans une entreprise de technologie pour obtenir un emploi. Donc, les employeurs se félicitaient, c'est le fun, on a une belle candidate en entrevue, tu sais, une belle candidature en entrevue. Puis la personne est arrivée dans l'entreprise, puis bon, il y avait des chandails de hockey éparpillés un peu partout, la table de baby-foot et tout ça. Ça avait l'air d'un milieu extrêmement masculin. Puis, tu sais, elle glanait un peu la salle pour se rendre, jusqu'à la salle de réunion où elle faisait son entrevue. Puis, elle ne s'est pas sentie interpellée par l'emploi. Donc, tu sais, ça, c'est un conseil aux employeurs. Dans le fond, tu sais, il faut que l'environnement soit propice aussi à accueillir la diversité, finalement, là. Oui, l'inclusivité. Je préfère ce mot à l'autre. Et le jour qu'on va arrêter de prononcer le mot diversité, on sera des humains vraiment de très haut calibre, effectivement. Peut-être pour terminer, dans le fond, ça serait quoi les conseils que vous donneriez à des jeunes femmes qui veulent entrer dans l'industrie des technologies ou qu'est-ce que vous diriez pour un peu démocratiser puis pour les inviter là, à participer dans ce secteur-là? Avant de, si je peux me permettre, avant de donner les conseils aux jeunes filles, il y aurait peut-être un conseil aux parents, de les inviter à laisser aller la créativité de l'enfant, de leur permettre d'explorer tout ce dont ils ont envie d'explorer. Ça s'applique aux deux genres, mais je crois que du côté féminin, les parents ont tendance à vouloir d'abord les protéger. Et là, ici, moi, ce que je dis, c'est laissez court, laissez aller. N'essayez pas de... Et en plus, sans jugement, laissez-les essayer ce qu'elles ont à essayer. Puis, on ne sait jamais, non seulement ça donne place à une plus grande créativité, mais elles vont avoir goûté à tellement de choses que le choix d'une carrière, à ce moment-là, sera beaucoup plus facile pour elles. Aux entrepreneurs, je vous dirais, supportez les dames. L'inclusivité, pour moi, est importante. Assurez-vous que si vous avez des mères au sein de votre entreprise, que ces mamans puissent contribuer à la croissance de l'entreprise, mais sans avoir à négliger ou à faire un choix entre l'enfant et mon travail. Je pense que la femme, lorsqu'elle est aux prises avec ces choix-là, va opter pour s'occuper de ses enfants. Et donc, on a toute une population de femmes qui sont à la maison et qui devraient revenir sur le marché du travail et qui ne le font pas. Et avec les nouvelles technologies maintenant, ça va être très, très, très possible. Soyez des mentors aussi pour ces jeunes filles parce que c'est très, très important. Troisième message aux enseignants et à tous ces influenceurs, supporter, encourager, enseigner de façon à ce que ça soit fun d'être là, puis encore laisser explorer. Et puis aux jeunes filles elles-mêmes, écoutez, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de mots, c'est juste ça. Je crois que ma vie a été, je me suis fait plaisir. Et c'est de là où l'audace est arrivée et de là la créativité. Et vraiment, j'ai un mantra qui est « tout est possible ». Tout est possible si on le désire. Tout est possible si on le désire. Ça. Mais je pense qu'il faut aussi savoir que la porte est ouverte dans le sens que, oui, ça pourrait peut-être nous intéresser, mais il faut le savoir que l'industrie est là puis que ça peut être un beau domaine aussi où commencer sa carrière puis la développer, là. Allez chercher de l'aide, allez vous chercher un mentor, allez chercher un coach. Frappez aux portes de sociétés comme les nôtres. Et puis, toutes les femmes qui sont là vont vous supporter, vont vous donner les pistes d'action si c'est ça qu'il vous faut. Moi, je connais énormément d'hommes dirigeants aussi qui veulent offrir cette place-là à des jeunes filles. Puis, je pense qu'en ce moment, on est en train d'en créer, mais on manque peut-être un peu de modèles féminins là, dans les équipes de direction. Donc,
c'est un conseil aux dirigeants, dirigeantes aussi, là, créer des modèles, offrir plus de mentorat ou d'accompagnement justement pour avoir des modèles. Mettez-les bien de l'avant, puis ça va agir comme un aimant pour attirer des jeunes filles. Good. Ben, merci Merci beaucoup pour votre oui, temps et vraiment. pour la Merci à vous. discussion. Vraiment. Merci. Oui, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Femmes en Affaires et on se retrouve le mois prochain. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ce podcast est produit par À la 3 Média.